Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Ruin of Mars, un jeu de Don Riddle, édité chez Atterris Games, qui est uniquement en VO pour l'instant, il n'y a pas de VF d'annoncer ici. C'est un Kickstarter qui a donc été distribué, qu'on va peut-être retrouver pour certains qui ne l'ont pas directement pris en seconde main. Et on se retrouve sur un jeu qui vous propose d'explorer les ruines qui ont été laissées sur Mars. Ça tombe bien, on est pile dans l'actualité vu que Perseverance est arrivé sur Mars il n'y a pas longtemps et nous abreuve d'images petit à petit via la NASA. Et ici, on a comme pitch que depuis la Terre, on a vu une grosse explosion sur Mars, alors que personne n'y était, en tout cas personne d'humain. On a mis près de 30 ans à définir une mission qui va aller sur Mars pour aller l'explorer, voir ce qui s'est passé. Et quand on y arrive, on découvre qu'il y a effectivement des ruines de nations aliens autres qui ont disparu, qui ont été annihilés par cette explosion qu'il y a eu sur Mars, et on commence à gratter un petit peu la Terre pour trouver ce qu'il y a derrière et trouver les nouveaux artefacts et leur technologie qu'il y a sur Mars. Découvrir aussi les langages aliens, il y avait au moins 5 peuplades qui étaient présentes visiblement sur la planète, et on a des linguistes qui vont aller chercher les informations, réussir à déchiffrer petit à petit ces différents langages. On a 5 langages qui sont présentés par 5 symboles ici sur une piste des langues, et on a toute une série d'artefacts qui sont ici en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et on va faire tout ceci via une série d'actions. On a un petit rover qui se trouve là, et on va chacun choisir un type d'action ici parmi 5, où on va soigner les gens, dormir, travailler, aller dans les laboratoires ou dans les terres directement de Mars qui sont contaminées, parce qu'évidemment il y a de la contamination, il y a de la radioactivité, présentée ici par des petits symboles. On va prendre cette radioactivité selon l'endroit où on va aller, donc il y a les petits symboles qui sont associés aux endroits, et on va ainsi récolter des ressources qui vont être placées sur un tableau ici, où on a 4 types de ressources qui vont pouvoir avancer chacune, un maximum de 7, et on ne peut pas aller plus loin que ce maximum. On a un tableau ici de joueurs avec les différentes technologies, donc les artefacts qu'on va récupérer sur place, qui sont classés aussi par 3 niveaux, ce qui veut dire qu'on peut avoir que 3 niveau 1, 3 niveau 2, 3 niveau 3, il y a des conditions de placement de ces niveaux aussi. Et on va essayer de faire sur chaque ligne en sorte qu'on ait le même type d'artefacts qui sont placés sur une ligne. Les artefacts qui sont ici ont des petites lettres B, C, A, D, donc on a B, C, D. Et on va essayer de mettre tous des A ou des B ou des C, on s'en fout, sur une seule ligne pour avoir plus de points de victoire à la fin du jeu. Si on ne fait pas ça, on peut panacher, mais le principal c'est qu'on va avoir une ligne de complète pour avoir des points. On va gagner des points de victoire par rapport aux avancées dans les langues, par rapport aux pistes qu'on va avoir ici et par rapport éventuellement aux points de victoire indiqués sur les cartes, comme ici, 4 points de victoire, 4 points de prestige qu'on va pouvoir récupérer. Les jetons de radioactivité qu'on va avoir seront des points négatifs à la fin du jeu. Voilà, globalement, le tour du jeu. Maintenant, dans le détail, comment ça se passe? On retrouve sur notre petite fiche personnelle l'ensemble des actions qui vont avoir lieu. Très simple. En 1, on va pouvoir placer notre rover à un endroit spécifique et on va choisir un des 5 endroits qui se trouvent là. On va ensuite faire l'action associée, mais avant de faire l'action associée, on va pouvoir déplacer une tuile qui se trouverait sur une case adjacente vers la case ici. Qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte au choix 2 petits sabliers, on en a 3 dès le départ. Ces sabliers-là vont me permettre de faire des actions complémentaires. On a chacun un personnage qui a un pouvoir spécifique qui peut être activé avec des sabliers. On a des cartes qui vont être activées avec des sabliers. Ou alors, je peux payer avec 2 niveaux d'oxygène. Ici, j'en ai pas. Il faudrait que ce soit avancé ici pour pouvoir le payer. Donc, 2 oxygènes ou 2 sabliers me permettent de déplacer une tuile d'une case à une autre. Ensuite, je vais prendre les radiations qui sont placées sur la case en question et éventuellement sur certaines tuiles qui sont placées sur la colonne, sur la case d'action. Donc ici, j'ai une radiation pour le workshop, une radiation pour la tuile. Je récupère donc 2 radiations dans mon jeu. Phase suivante, je vais utiliser l'action clé à molette. Il y a une clé à molette sur chaque case sauf la première. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de clé à molette. Il y a une action qui est continue, qui est toujours de jeter le dé ici, et selon le résultat du dé, récupérer des sabliers, donc 1, 2 ou 3 sabliers selon que j'ai fait entre 1 et 6, donc effectivement plus c'est haut, plus je vais en récupérer. Pour un 4, j'en récupérerai 2. Ça, c'est
une fois, qu'importe l'action. Par contre, pour les autres, on va regarder le nombre de clés à molette qu'il y a sur la zone en question. Ici, j'en ai une. Je pourrais aussi avoir des clés à molette par rapport à mes personnages ou par rapport aux artefacts que j'ai récupérés dans mon jeu, éventuellement en payant avec des sabliers. Et chaque clé à molette que je vais avoir va me faire activer le pouvoir associé. Ici, dans le workshop, c'est un symbole avec une petite flèche vers le haut ou un petit triangle. Eh bien, ces symboles qu'on trouve ici, ça me permet d'avancer un de mes marqueurs d'une case dans la zone des langues. Alors ici, logiquement, on a tous les pions qui sont entassés les uns sur les autres, mais quand vous jouez à 4 joueurs, quand c'est très haut ainsi, c'est pas vraiment utile. Donc on les met plutôt en extérieur au départ, on en laisse juste un pour dire qu'on commence bien tous de cette zone-là, et on va continuer à avancer. Ici, j'aurais pu récupérer une ressource au choix parmi les 4 ressources par clé à molette qui était présente en dessous. Là, j'aurais pu récupérer des sabliers, et là, j'aurais pu me soigner de radioactivité que j'aurai par clé à molette qui se trouve ici ou que j'active par rapport à mon jeu. Ensuite, je vais prendre l'action associée. L'action associée, il n'y a que 2 types d'actions. C'est soit des petits cubes, soit des petites flèches. Les petites flèches, vous savez bien, c'est ici. Ça va être avancé dans la piste des langues. Le petit cube, c'est simplement récupérer des ressources. Qu'est-ce que je vais récupérer comme ressources ou qu'est-ce que je vais avancer comme zone? Eh bien, c'est là-bas que les symboles qui ne sont pas des clés à molette vont activer. Ici, j'ai un rouge, 2 rouges, un vert. Donc, je vais avancer de 2 en rouge et de 1 en vert, tout simplement. Les étoiles sont des jokers au niveau des ressources, donc je choisis quelles ressources je désire avoir. Eh bien, par exemple, je pourrais décider d'avoir un rouge et un orange. Donc, dès que j'ai un symbole de production de ressources, c'est comme ça que ça se passe. Je vais charger mes ressources. Si j'avais eu un symbole de triangle, eh bien, je serais avancé dans les mêmes zones, c'est-à-dire que je serais avancé 2 fois en rouge, 1 fois en vert, donc je serais avancé dans les différentes pistes associées, et les étoiles ont leur propre piste. Donc ce ne sont pas une langue joker, mais bien une langue bien spécifique que sont les étoiles. Après avoir pris mes ressources ou avancé en langue, je vais pouvoir faire l'acquisition d'une nouvelle technologie. Technologie que je paye avec mes ressources, que je prends dans la colonne et la ligne que je veux. La différence, c'est qu'il y a des règles pour prendre en 2 et en 3. Et au niveau de la ligne, je vais payer un bonus en oxygène, plus je prends haut. Donc ici, si je veux prendre celui-là, ça me coûte 1 orange, 3 rouge et 0 vert. Ça tombe bien, j'ai 3 rouges, 1 orange et j'ai un vert qui ne sera pas utilisé. Eh bien, je peux donc la prendre. Elle fait quoi? Elle fait en une fois, je récupère 2 sabliers. Donc je récupère 2 sabliers et je vais pouvoir la placer. Je la place dans la première colonne. Je pourrais en avoir que 3, je ne peux pas remplacer une existante, je ne peux pas remettre sur une qui existe. Et je choisis où je veux. Je peux la mettre là-bas, je peux la mettre ici. Il n'y a aucun problème pour commencer au milieu ou au-dessus. Comme il n'y aurait aucun problème pour commencer directement en 2 ou en 3, sauf que il y a des limitations. Pour pouvoir mettre une technologie niveau 2, c'est noté A x 2, c'est-à-dire que je dois avoir 2 niveaux de pistes où je serai au moins arrivé sur la zone A qui se trouve ici. Les A sont sur des zones différentes. Eh bien, dès que je suis au moins comme ceci, je peux alors commencer à avoir des artefacts de niveau 2. Pour les artefacts de niveau 2, il faut avoir 2 fois A et 1 fois B, donc comme ceci, le B étant plus haut, me permettrait à partir de là de mettre des niveaux 3. Donc on va avoir une liaison entre la zone de langage et la zone de technologie. Et on va avoir la liaison dans l'autre sens parce que pour aller tout en haut du langage, par exemple, une fois que j'arriverai quelque part très haut ici, pour avoir les points de victoire qui sont différents selon le type de ligne que l'on va avoir, la plus rentable étant l'étoile, eh bien, pour arriver au dernier niveau, je ne peux arriver au dernier niveau que si j'ai une carte de niveau 3 qui soit présente dans mon jeu. Donc, une carte de niveau 3 me permet d'arriver sur un premier niveau de linguiste tout au-dessus. Pour arriver sur un deuxième que je voudrais arriver tout au-dessus par exemple, je dois avoir une deuxième carte de niveau 3. Il me faut avancer pour avoir ici, mais pour aller tout au-dessus, il me faut aussi avoir pris le niveau 3, ce qui fait qu'on avance un petit peu de l'un à l'autre au niveau du jeu. Je peux aller tout au-dessus, et bien quand je veux aller tout au-dessus, ça me coûte effectivement 4 oxygènes en plus pour aller chercher ceci, mais je peux aller prendre le paquet de cartes. Je garde la première à part parce que c'est celle qui va aller tout en haut du paquet si jamais je ne l'achète pas. Mais par contre, je peux choisir ce que je veux dans le reste du paquet. Donc je ne peux pas aller prendre absolument la première, je peux aller voir dans le paquet. Et une fois que j'ai été voir dans le paquet, je remélange le paquet pour ne pas dire que c'est telle ou telle carte qui va être la suivante après celle qui était notée ici. Et je peux l'acheter effectivement tout aussi bien. Quand c'est fait, j'ai acheté, je redescends tout d'une case. Le joueur suivant, hop, je vais aussi remettre à jour par ici vu que j'ai déjà récupéré des cartes.
va pouvoir commencer, juste que il me reste à réallouer les tuiles qui étaient ici. J'ai fait l'action ici, je vais récupérer les 3 tuiles qui étaient en jeu, je vais les mélanger et je vais en remettre dans les cases là-bas où j'étais, plus la case à droite, plus la case à droite et je continue tant que j'en ai. Quand je termine ici, je recommence au départ et je continue à avancer. Donc là-bas où j'étais devient beaucoup moins intéressant pour le joueur suivant, vu que j'ai retiré le nombre de tuiles qui étaient ici, qui active en fait le nombre d'actions que je vais faire. Et je passe le rover au joueur suivant, qui va recommencer, choisir une zone d'action, déplacer éventuellement une tuile adjacente, donc ça c'est pas adjacent l'un à l'autre, hein. On ne peut pas récupérer ici un truc qui est là-bas. Récupérer une tuile adjacente en payant 2 sabliers ou 2 oxygènes, puis après activer le pouvoir de la clé à molette si elle y est, prendre les radioactivités s'il y en a, et activer enfin le pouvoir de la case en production ou en avancée de langue. Acheter quelque chose, redéplacer tout, remélanger les tuiles et les redistribuer par rapport aux zones suivantes et on tourne ainsi systématiquement d'un joueur à l'autre. On va jouer comme cela jusque quand? Eh bien, jusqu'à ce qu'un joueur ait soit rempli l'entièreté de son tableau, soit qu'il y ait 4 zones de langue qui soient arrivées au maximum. Donc qu'il y ait 4 joueurs ou 2 joueurs qui soient arrivés au-dessus en suffisance. Et donc on va alors stopper le jeu, c'est-à-dire que celui qui met fin au jeu a terminé, mais les autres joueurs vont continuer à faire un dernier coup. On va alors compter les points de victoire associés aux pistes de langue. Donc ici on doit un petit peu regarder ce qui se trouve en dessous. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut aller sur la zone la plus haute, sinon on peut être à plusieurs sur les autres 15. Et c'est pas toujours très clair quand il y a des pions un petit peu partout qu'on doit déplacer pour voir où est-ce qu'on se trouve, vu que les points de victoire sont en dessous parfois des niveaux de là-bas où on se trouve. On va compter les points de victoire par rapport aux lignes que l'on a fait ici. Alors je vais générer un petit peu pour vous montrer les exemples. On pourra avoir toutes des A ici. Là, je vais avoir B, C, A. Et ici, je vais mettre un petit peu tout. D, D, C. Voilà. Là, mon plateau serait complet au niveau des points de victoire. Une ligne avec toutes les mêmes lettres me permet d'avoir 9 points. Une ligne avec toutes des lettres différentes me permet d'en avoir 6. Et une ligne complète, mais avec des lettres identiques, mais pas que, me permet d'avoir 3 points. Et s'il me manquait une carte quelque part, et une ligne incomplète me fait 0. On a aussi des points de victoire éventuellement sur les technologies, comme ici on a 4 points de victoire sur une technologie bien spécifique. Et on va déduire les radiations que l'on a. Alors radiation, chaque radiation vaut 1 point de victoire en moins, sauf que le joueur qui en a le plus, chaque radiation vaudra 2 points de victoire en moins. Ce qui fait qu'on a parfois des différences énormes, vu qu'un joueur peut terminer avec une dizaine de radiations, et ainsi être le premier, faire moins 20, alors qu'un autre joueur n'en a plus que 1 ou 2, vu que certaines cartes ou certaines actions, comme ici, permettent de se débarrasser des radiations. Donc il y a vraiment des endroits qui sont plus difficiles au niveau des gestions, comme les terres ici, où on va se prendre systématiquement 3 radiations, ce qui fait qu'on y va vraiment seulement quand on a vraiment la zone qui devient rentable au niveau des ressources qu'on va récupérer en une seule fois, parce que ça fait monter fortement les radiations. À chaque radiation, c'est au moins 1 point de victoire en moins si on ne s'en est pas débarrassé avant la fin du jeu. Sinon, ça peut être le double et ça fait la fin d'un joueur qui n'arrivera pas à récupérer par rapport à tout ceci. En cas d'égalité sur le point de victoire finaux, ce sera celui qui aura le moins de radiations qui passera, et encore en cas d'égalité, ce sera celui qui aura le plus de points au niveau de la zone de langage. Chaque joueur permet d'avoir vraiment un pouvoir un petit peu différent. Rien n'est vraiment game breaker. On a chacun ainsi des actions très sympathiques qui permettent d'avancer. Donc pas de gros déséquilibre au niveau du jeu. Il est en anglais, mais c'est de l'anglais léger parce qu'il y a beaucoup d'icônes qui sont informatives. Mais il y a quand même quelques textes parfois pour expliquer ce qu'il faut faire. Au niveau des règles, vous n'aurez plus de problème ici avec celle-ci, mais c'est peut-être ce qui est un petit peu gênant. Autre chose gênante, c'est effectivement ces petits jetons qu'on va mettre l'un sur l'autre, et qu'une fois qu'on a des piles comme ceci au niveau du plateau, faut pas avoir une table qui bouge, faut pas quelqu'un qui chotte là-dedans pour ne pas que tout tombe quand c'est rempli, et quand on récupère celui du bas, et que c'est parfois autour d'autres pions, c'est pas toujours facile d'aller en récupérer un, de mettre là-bas. Il faut pas avoir Parkinson, et il faut avancer ainsi sur le plateau. Ce sont peut-être ces défauts de
jeunesse parce qu'effectivement, que ce soit Don Riddle ou Atheris Games, aucun des deux n'a vraiment fait de jeux experts pour l'instant. C'est plutôt des jeux de cartes, des jeux assez rapides et familiaux. Là, ils vont dans un niveau un petit peu au-dessus, mais on ne parlera pas d'experts, on parlera plutôt de connaisseurs légers parce que vous voyez bien que les règles sont très faciles à expliquer, très rapides. Ça tourne tout le temps la même chose au niveau des gestions, donc c'est pas très compliqué à tenir en place. C'est un petit peu le jeu qui vous guide parce qu'effectivement, vous allez aller dans les endroits où il y a plus de tuiles plutôt que celle où il y en a moins. Donc on va choisir parfois entre 2 ou 3 cases et celle-ci qui fait très mal au niveau de la gestion est un petit peu celle que l'on va mettre en dernier. N'oubliez pas qu'ici le nombre de clés à molette n'influe pas sur le nombre de fois que vous jetez le dé, vous le jetez une fois, qu'importe le nombre de clés à molette visibles et ainsi on va pouvoir tourner très facilement. Voilà, Ruin of Mars, donc un jeu accessible à tous, un peu longuet pour du connaisseur léger, parce qu'on va avoir au minimum, si on admet qu'on va terminer toutes les technologies pour mettre fin au jeu, on va jouer au moins 9 fois pour les acheter, mais il va falloir non seulement avoir des ressources, mais aussi avancer ici pour pouvoir mettre des AA et des AAB. Et donc avancer ici, ça fait encore au moins 6 ou 7 coups en plus pour avancer dans les bonnes pistes. Donc on va jouer au moins 15 fois chacun, ce qui fait qu'il faut compter pas loin d'une demi-heure par joueur, vu que ça fait 2 minutes par action avec les réflexions et les manipulations. Voilà, vous savez tout sur Ruin of Mars. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!